Une grande réjouissance dans les cœurs des fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu. Cela fait 100 ans que cette grande communauté est née. Les festivités pour l'occasion ont pris fin hier à travers une somptueuse célébration. Image dans un instant. Deuxième édition, journée de salubrité. L'Union des associations, des commerçants, des marchés du Kadiogo ont l'ambition de rendre propre 47 marchés. Le coup d'envoi des activités a été lancé à suivre dans ce journal. Et puis au Mali, un procès qui a duré près de 5 ans a finalement donné lieu à l'acquittement du général Amadou Aya Sanogo au nom de la loi d'entente nationale. Évidemment, les victimes dans cette affaire ne sont pas d'accord. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal, ravi de vous retrouver. Hier dimanche donc, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu au Burkina ainsi que leurs amis étaient en fête, grande réjouissance car il y a 100 ans au Burkina, Tenouaga Tapsoba dit Mbazapa était le premier Burkinabé à se convertir, à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Son acte a produit donc 100 ans après tout ce que vous pouvez constater comme impact de l'église des Assemblées de Dieu. Clou de célébration hier à l'occasion de cet anniversaire grandiose. Image avec Abdourahim Tapsoba avec la voix de Yassine Saoudgo. L'Église des Assemblées de Dieu a 100 ans au Burkina Faso, une date qui restera gravée dans les esprits des fidèles évangéliques des Assemblées de Dieu. Chants, danses et prières pour le Burkina Faso et son peuple ont marqué cette célébration placée sous le signe de la jeunesse. Et pour le président du comité d'organisation du centenaire, révérend Dr Samuel Yamoué-Ougo, les jeunes doivent faire plus que leurs prédécesseurs. Nous sommes très satisfaits et très contents de ce que Dieu nous a aidés à faire. Et nous pensons que vous compléterez, vous continuerez et vous relèverez le défi. Je parle à la jeunesse que vous êtes. Nos prédécesseurs ont fait des écoles, ils ont fait des barrages, ils ont fait des puits, ils ont fait des forages et nous voulons en faire davantage. Au cours de cette cérémonie, les responsables des autres confessions religieuses ont unanimement appelé les fidèles chrétiens et tous les Burkinabés à un retour aux valeurs fondamentales comme le dialogue, la paix et le vivre ensemble. Un centenaire, selon la tradition biblique aussi, est vraiment un temps fort de réconciliation avec Dieu, de réconciliation avec les frères et les sœurs. Alors nous pouvons donc formuler des souhaits qui nous tiennent à cœur, que l'Église des Assemblées de Dieu puisse poursuivre sa mission évangélisatrice, comment prêcher la bonne nouvelle, comment donner Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Plusieurs délégations venues des 4 coins du monde ont répondu présents à ce rendez-vous. Une célébration qui a connu également la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que le président du Faso. L'Église des Assemblées de Dieu a mené beaucoup d'actions pour le développement du Burkina Faso. Et il est tout à fait important d'être présent selon Rochmark Christian Kabori. 100 ans, c'est une période où il faut avoir un devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour ceux qui ont amené l'évangélisation au Burkina Faso, ceux qui continuent à le poursuivre et également pour tout ce que, je dirais, l'Assemblée de Dieu, les Assemblées de Dieu ont pu faire au Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de santé, etc. Rappelons que l'Église des Assemblées de Dieu est née au Burkina Faso le 1er janvier 1921. Elle compte aujourd'hui 6200 pasteurs et plus de 5000 églises locales. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur a tenu vendredi dernier son premier conseil d'administration de l'année 2021. C'est à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et en présence du ministre Alkassou Maïga, de nombreux enseignants et des partenaires techniques et financiers du ministère. Reportage. C'est sous le thème « La gestion rationnelle et efficiente des ressources humaines, une option stratégique d'optimisation des performances des structures du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation » que se tient ce premier conseil d'administration de l'année 2021. Le ministre Alkassou Maïga est revenu au cours de son discours d'ouverture sur les aspects à examiner dans le secteur, à savoir le rapport d'activité 2020,
l'adoption du rapport annuel de performance, l'examen et l'adoption du programme d'activité 2021. En dépit des difficultés, le secteur a enregistré un taux d'exécution physique de 87,90% et un taux d'exécution financière de plus de 91%. Notre rapport d'activité de 2020 que nous devons examiner pour voir où est-ce qu'on est rendu, on se rend compte que nous avons effectivement un taux d'exécution physique de 87,90% et un taux d'exécution financière au-dessus de 91%. Donc quand on connaît les difficultés qui ont été celles de l'année 2020 avec la Covid-19, avec les questions d'insécurité et tout ça, on peut se dire effectivement qu'on aurait aimé faire mieux, faire plus, mais on peut être satisfait de ce que nous avons engrangé en étant pas très loin des 90% d'exécution physique. Donc je voudrais féliciter tout un chacun pour les efforts. L'aménagement du site de l'université Thomas Sankara, la subvention des mini-ordinateurs aux étudiants, l'achèvement du bâtiment R+2 de l'université Nazibouni, la construction d'un bâtiment pédagogique contenant 3 amphis de 500 places de l'Institut des sciences sont entre autres les acquis engrangés. Le ministre invite les acteurs à poursuivre le travail pour l'atteinte des objectifs. En dehors de ça, il y a des rapports de performance qui ont été élaborés que nous devons également examiner et adopter. Surtout, nous devons aussi regarder notre programme d'activité 2021 que nous devons examiner et valider. Donc voilà le contenu de cette journée. C'est une journée bien chargée. Quand vous regardez la thématique à développer, vous regardez, il y a au moins 4 rapports à examiner. Donc il y a du boulot. Donc je voudrais appeler tout chacun donc à la concentration et à un débat riche qui puisse nous permettre effectivement en fin de journée d'avoir la satisfaction d'avoir atteint donc les résultats qu'on s'était fixés au départ. Créer des conditions qui puissent permettre à chacun de participer et de contribuer à l'effort collectif pour atteindre des résultats du ministère, mais aussi pour le développement du pays, la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, en vue de l'élaboration du livre blanc de l'enseignement supérieur, sont des défis à venir. Session spéciale au conseil municipal de Zignaré. Mercredi dernier, le bilan des activités annuelles de l'année 2020 a été présenté et de façon générale, l'exécutif communal a pu mobiliser un montant de plus de 900 millions de francs CFA pour une prévision de 2,5 milliards de francs CFA. Michael Toukri. C'est une session du conseil municipal de Zignaré qui a pris le temps d'une demi-journée. Les 117 conseillers ont passé au peigne fin les grands projets de 2020. En 2020, le conseil municipal a mobilisé plus de 900 millions de francs CFA sur une prévision de 1,1 milliard de francs CFA pour un taux de 86% en matière d'investissement au profit des populations. Des écoles, des salles de classe ont été construites, des CSPS ouverts, renforcés en matériel médico-sanitaire. Il y a eu renforcement de l'accès à l'eau potable. Il y a eu aussi le renforcement de ce qu'on appelle le secours, le renforcement de l'assistance. Et donc, toutes ces activités ont été menées et cela à mettre à l'actif du conseil municipal. Au niveau des délibérations, il faut se dire que c'est plus de 46 délibérations qui ont été prises. Ce rapport spécial de l'exécutif communal présenté ne fait l'objet d'aucune contestation. Pour Mathias Sawadogo, en dépit de la maladie à coronavirus, le conseil municipal de Zignaré a su répondre aux préoccupations des habitants à travers les réalisations d'infrastructures sociales de base et de développement. Il y a des années où vraiment le rapport du maire, il y a trop de questions. Et il y a trop de questions, les gens cherchent à comprendre et puis souvent c'est houleux. Mais cette fois-ci, si vous voyez qu'il n'y a pas eu de... C'est pas parce que le maire est devenu supérieur ou devenu... Non, c'est parce que le travail était bien fait. Les gens se mettent dedans, ils suivent comment les choses se déroulent. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de débat, c'est que les rapports qui nous étaient présentés, et on était au courant effectivement de ce qui a été fait. Au conseil municipal de Zignaré, on veut être plus proche des populations et pour cela, il faut un personnel qualifié. En 2020, des sessions de formation sont organisées au profit du personnel pour un service performant et accessible aux usagers. Renforcer la capacité des agents, renforcer l'institutionnel et travailler de telle sorte qu'il y ait une ambiance au sein de ce personnel-là. Et voilà que chaque année, nous nous retrouvons pour cette rencontre trimestrielle entre le personnel et l'exécutif. C'est pour créer un lien, pour pouvoir booster ce que nous avons de plus cher
offrir des services de qualité aux usagers. Donc, autant d'activités que nous avons soumises à la bienveillante attention du conseil municipal qui a bien voulu apporter sa modeste contribution et que nous pensons que notre rapport reflète l'image d'une commune qui avance, reflète l'image d'une commune qui se construit dans la sérénité, mais surtout de concert avec toutes les forces vives. Parce que le conseil municipal, c'est cette pluralité d'idées dans une seule unité d'action. Pour 2020, selon le maire de Zignaré, Pascal Compaoré, le défi reste la réussite de l'organisation de la fête de l'indépendance. Et pour cela, il invite toute la population de Zignaré à une franche collaboration. Je vous en parlais en titre. Deuxième édition des journées de salubrité. L'Union des associations des commerçants des marchés du Kadiogo a lancé les activités. 47 marchés seront nettoyés. Et selon donc les organisateurs, cette démarche s'étendra jusqu'au mois d'avril prochain. Mamed Gane Kamabou. Ces commerçants du marché de Gunguin ont décidé de donner un coup de balai à leur lieu de travail. Ici, hommes et femmes sont tous mobilisés pour rendre cet environnement plus propre et accueillant. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition des Journées de salubrité organisées par l'Union des associations des commerçants des marchés et yards de la province du Kadiogo. Il faut savoir que l'Union, tout son bureau va accompagner le travail, mais ceux du marché aussi. Vous savez que le marché, c'est des gens qui sont là-bas, qui travaillent. Donc c'est eux d'abord qui vont organiser. Chacun va appeler son bureau et puis organiser. Et maintenant, l'équipe maintenant de l'Union va passer chaque fois qu'on doit faire le nettoyage pour assister et puis les encourager pour que les travailleurs puissent aller comme nous souhaitons. Une initiative saluée à sa juste valeur par le parrain de cette édition. Éric Thiemtoré, à la cérémonie de lancement de ces journées de salubrité, a saisi l'occasion pour interpeller la population du Kadiogo à accompagner les occupants de ces lieux dans cette démarche. De demander à la population, surtout riveraine des 47 marchés qui sont identifiés, d'être très réceptive, de les accueillir et pourquoi pas de les accompagner. Parce que comme je l'ai dit, le marché c'est le second lieu des commerçants, c'est le second lieu des clients que nous sommes. Donc il n'y a pas de raison que nous ne nous impliquions pas. Et c'est cet appel que je voulais les lancer, de les accompagner, de les soutenir comme ils le peuvent. Pour l'édition 2021, 47 marchés seront nettoyés. Cette activité s'étendra jusqu'au mois d'avril prochain, selon les organisateurs. Et c'est dans la commune de Tangueda-Souris que cette activité prendra fin. Le Covid-19 est toujours là. Respectons les mesures barrières. Gardons nos lieux de commerce sains et propres. C'est le thème retenu pour cette édition. Une autre démarche de salubrité à Siélé, un village de la commune rurale de Yaba, dans le Nayala. C'est ainsi que la Journée internationale de la femme a été célébrée cette année de façon différente donc. En lieu et place des traditionnelles courses cyclistes et autres festivités, les femmes de la localité ont tenu une journée donc de salubrité samedi dernier. Leur village Siélé donc a été débarrassé de toutes les ordures, une activité à laquelle était présent l'ancien ministre en charge de l'élevage. La journée de salubrité donc à Siélé et s'est tenue samedi dernier. Michael Tokri. Dans le village de Siélé, la célébration du 8 mars a été consacrée à une journée de salubrité. Munie de balais et d'autres accessoires de nettoyage, la population a assaini le village, débarrassant ainsi les espaces publics des ordures. L'ancien ministre en charge de l'élevage, natif du village, a mis également la main à la pâte aux côtés de l'association Wekre, initiatrice de cette activité. C'est une action noble. C'est pour ça que je me suis déplacé pour les accompagner et puis les appuyer et aussi les soutenir en leur disant qu'effectivement c'est un très bon réflexe pour un village comme le nôtre où nous sommes beaucoup plus agriculteurs et éleveurs. Les sachets font de grands dégâts ici. Et chaque année nous perdons des animaux, des bovins, des caprins. À Siélé, la Journée internationale de la femme 2021 tient compte des préoccupations de la population, puisqu'en 2019, cette localité a été retenue pour le projet Éco-Village, un projet qui met l'accent sur la question de l'assainissement et la salubrité. Le changement même a commencé depuis que Éco-Village s'est installé dans le village.
Vous avez constaté même que cette journée de 8 mars que les femmes ont décidé de nettoyer le village en ramassant les sachets, les ordures. Et on a même commencé à faire des reboisements au niveau même de l'environnement ici. Et aussi, on a commencé aussi à faire des jardins potagers. Donc il y a déjà des changements. Les sachets noirs là, ça gâte la terre, dégradation de la terre. On n'arrive pas à s'aimer. On peut s'aimer, les semis restent sur les sachets, les semis ne peuvent pas pousser, ne peuvent pas germer. Dans l'association aussi, nous élevons. On voit que les animaux aussi mangent les sachets qu'on met la viande, les gâteaux, les galettes et consorts, les animaux mangent cela. Alors ça donne trop de maladies à ces animaux-là. Dans ce village, les habitants font de la pratique de l'élevage et de l'agriculture des activités génératrices de revenus. La prolifération des sachets plastiques est nuisible pour les animaux et le sol. La population est bien consciente du danger de ces emballages en plastique. Le 8 mars cette année a un thème, mais nous avons préféré le faire autrement. Et on a trouvé que dans le village, il y a beaucoup de sachets et le sachet est très nuisible. C'est pourquoi nous avons préféré faire un ramassage des sachets et sensibiliser, en parler pour les méfaits du sachet. Je ne savais pas que les femmes allaient comprendre le sens de sortir ramasser les sachets. Bon, je vois qu'elles ont compris et qu'elles sont sorties nombreuses et que la ville est propre. La ville est propre. Et vraiment, je suis contente. Siélé est un village situé dans la commune rurale de Yaba, dans la province du Nayala, à une quinzaine de kilomètres de Toma. L'association des étudiants ressortissants du Passoré à Serp a effectué une sortie sur Yako samedi 13 mars dernier. Plusieurs activités, dont une conférence et la finale de leur compétition en football, ont été menées. L'objectif de cette sortie, parrainée par le directeur général de la Sotraco, était de renforcer l'union entre les étudiants et les élèves du Passoré dans la région du Nord. Reportage. Comment réussir son examen de fin d'année? C'est ce thème qui a été développé par les conférenciers à cette sortie de l'association des étudiants ressortissants du Passoré à Serp. Un thème qui, selon lui, permettra d'échanger entre eux, élèves et étudiants, pour des examens réussis. Pour le conférencier du jour, l'élève doit avoir tous les rudiments nécessaires pour réussir à son examen. Tout élève en classe d'examen, la troisième, la terminale, ou tout étudiant, son objectif scolaire, c'est de réussir à son examen de fin d'année. Donc il était question pour nous de venir ce matin, développer vraiment les stratégies et les méthodes, des méthodologies pour que cet élève-là, cet étudiant-là puisse employer régulièrement pour pouvoir avoir son diplôme en fin de session ou bien en fin d'année. Il s'agira également de leur montrer également le secret qui est une combinaison entre la préparation et la discipline. Préparation en termes de disposer non seulement d'un bon calendrier d'emploi du temps, disposer également d'une bonne méthode de lecture, disposer également d'une bonne méthode de synthèse de ce qu'on aurait appris et savoir également composer, savoir rendre également et savoir aussi régler la fréquentation, parce que souvent c'est la fréquentation scolaire et universitaire qui déroute le plus souvent les étudiants. Selon le président de l'association des étudiants ressortissants de Yako, cette sortie va permettre un brassage entre les étudiants et leurs petits frères élèves. Nous sommes à Ouagadougou, mais nous sommes des jeunes de Yako. Voilà, donc on a choisi ce lieu-là pour que les jeunes de Yatenga, de Arbolé, de Latodin, apparemment des associations sœurs et les équipes représentées là puissent connaître la ville et en tout cas les potentialités dont la ville dispose et tout ce qui un étudiant peut profiter également. Et nos petits frères qui sont en province ici, les scolaires, puisque l'association ce n'est pas les étudiants seulement et les scolaires, c'est pour qu'eux aussi puissent participer à cette activité. Le parrain à cette sortie n'est autre que le directeur général de la Sotraco. Il a apprécié la démarche prise par l'association, d'autant plus qu'elle favorise la cohésion sociale qui est tant recherchée. Pour en tout cas cette activité que nous saluons au passage, on a en tout cas été approché par des jeunes. Donc c'était les ressortissants du Passoré, des étudiants ressortissants du Passoré à Ouaga, donc qui ont souhaité effectivement que nous puissions parrainer l'activité. Donc nous avions tout de suite accepté parce que d'abord c'est les jeunes qui demandent
Et deuxièmement, c'est par rapport à la pertinence du thème qui prône en tout cas la cohésion sociale. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des préoccupations en tout cas de nos autorités. Donc nous avons souhaité en tout cas ne pas être à marge et essayer de les accompagner par les conseils que nous pouvons et faire en sorte effectivement que cette jeunesse-là se dise qu'elle a un rôle à jouer dans cette cohésion sociale qui est prônée. Rappelons qu'au-delà de la conférence, les étudiants ressortissants de Yako ont joué la finale de leur compétition en football. Une finale qui a vu le sacre du Passoré aux dépens du Yatenga. Et puis nous parlons de ce conflit dans l'arrondissement 7 à Bobo-Dioulasso. La communauté musulmane réclame une réserve administrative large de plus de 21 000 mètres carrés. Située au quartier Belleville, elle a été attribuée à l'église catholique alors qu'une mosquée était censée y être construite depuis 2008. On en sait plus avec notre correspondant dans la ville de Sia, Joseph Koudougou. Cette réserve administrative est située dans le quartier Belleville de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Elle est au cœur d'un conflit foncier qui oppose la communauté musulmane à celle catholique du dit arrondissement. Nous ne sommes pas sur ce terrain par hasard. Nous avons reçu un document du maire qui nous autorise à faire nos prières sur le site. Et nous avions fait la demande parce qu'ici à Belleville, la communauté musulmane n'avait pas un lieu pour la construction d'une mosquée. Le maire a reconnu qu'on avait raison et nous a autorisé à construire une mosquée, ce qui fut fait. À notre grande surprise, nos frères de la communauté chrétienne nous ont demandé de démolir la mosquée parce que le terrain leur revenait de droit et qu'ils ont même un document qui l'atteste. Nous pensons que cela n'est pas juste et ce terrain n'était pas dans cet état quand on s'y installait. C'est nous qui l'avons viabilisé. Face à cette position de la communauté chrétienne, nous nous sommes concertés pour voir la suite à donner à cette affaire parce qu'elle peut mettre à mal le vivre ensemble dans ce quartier. J'avoue qu'on a frôlé le pire. Quand la communauté catholique a envoyé des engins pour commencer les travaux, les jeunes se sont opposés. Dans le but de trouver une issue favorable, une délégation de la communauté musulmane conduite par son premier responsable a entamé une démarche pour saisir les responsables de l'arrondissement 7. On a eu des échanges avec le maire. Le ton est monté, mais finalement, je pense qu'on s'est compris. Le maire a promis de trancher la question en réunissant les membres du conseil municipal. Imam Mohamed Zerbo rassure qu'il existe une parfaite entente entre la communauté musulmane et celle catholique. La communauté catholique dont les représentants n'ont pas souhaité s'exprimer face à notre caméra dit s'en remettre aux autorités compétentes pour trancher la question. Retour à Ouagadougou, l'association Couleur de Vie s'est engagée dans une collecte de fonds à l'occasion de la Journée mondiale du rein. Hier 14 mars, la veille, une soirée caritative était organisée dans le but de soutenir financièrement les enfants atteints d'insuffisance rénale au Burkina. On en parle avec Abdourahim Niénié. Au-delà de l'aspect festif, cette soirée s'est voulue un espace de collecte de fonds au profit des enfants atteints d'insuffisance rénale. Cette initiative de l'association Couleur de Vie a pour objectif de soutenir ces enfants malades et dont le traitement nécessite d'importants moyens financiers. Les enfants atteints du NOMA, on l'a fait en 2018, donc en 2019 et 2020, on s'est intéressé aux enfants atteints du cancer. Et cette année 2021, on a décidé de faire un clin d'œil aux enfants atteints de l'insuffisance rénale. Parce qu'aujourd'hui, une dialyse, ça coûte énormément cher. Et puis, on ne fait pas une dialyse par mois, on fait 2 dialyses par semaine. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Même que ça soit, subventionné, c'est encore cher. Ce n'est pas à la portée de tous les malades. Donc, si nous pouvons mobiliser au cours de cette soirée quelque chose, c'est intéressant pour eux.
Au cours de cette soirée, des communications ont été faites sur l'insuffisance rénale chez les enfants. Et pour le docteur Savadogo, le nombre d'enfants victimes de cette maladie au Burkina Faso est important. Il salue donc cette initiative qui permettra de soutenir ces enfants en termes de prise en charge. Parce que nous avons fait des études sur le sujet et en 2018, nous nous sommes rendus compte que l'insuffisance rénale aiguë représentait presque 4% des enfants hospitalisés à l'hôpital Charles de Gaulle. Pour ce qui est de l'insuffisance rénale chronique, nous avons mené une étude sur 5 ans de 2014 à 2018, et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même un certain nombre de cas. Il y avait 64 cas dans 3 hôpitaux qui ont été pris en charge. Mais là, c'est vraiment les cas qui sont arrivés à l'hôpital. Il faut dire que le nombre dépasse vraiment ça. Il y a des cas, des enfants qui sont atteints d'insuffisance rénale chronique et qui n'arrivent malheureusement pas à l'hôpital. Dès sa tenue, cette soirée de levée de fonds bénéficie déjà d'accompagnement de partenaires. C'est le cas du parrain qui affirme son soutien au projet jusqu'au bout au regard de sa pertinence. L'association Couleur de Vie elle-même, je ne la connaissais pas, mais quand j'ai été approché et que l'initiative m'a été présentée, j'ai tout de suite adhéré parce que c'est œuvre utile que cette association est en train de faire. Et de mon côté, j'ai mobilisé parents et amis pour qu'ensemble nous puissions les accompagner afin que cette initiative-là soit une belle réussite. L'association Couleur de Vie intervient dans le domaine de la culture et dans le social. Son but principal est de donner une couleur ou un sourire aux enfants vulnérables. La présidente de l'association donne rendez-vous l'année prochaine pour la même activité au profit d'autres couches sociales. Littérature dans ce journal, 2 magistrates et conseillères à la cour d'appel, Julie Prudence Nian et Julie Rose Ouedraogo, ont produit ensemble leur première œuvre littéraire, Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina, c'est le titre. L'œuvre a été présentée à la presse en fin de semaine. Elle expose les principaux instruments juridiques ratifiés par le Burkina en matière de droits humains donc, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre. Aussi, dans le livre, les 2 auteurs formulent des recommandations en la matière. La cérémonie de dédicace donc avec Mamed Kanakamabo. Cet ouvrage, selon les auteurs, vient éclairer les citoyens avertis ou non avertis sur ce que sont réellement les droits humains au Burkina Faso. Les lecteurs dans ce livre prendront connaissance des efforts que le Burkina Faso fait afin de se conformer aux normes internationales dans ce domaine. Nous avons voulu capitaliser l'expérience du Burkina Faso en la matière, qui n'est pas négligeable parce qu'il y a 2 pays déjà qui sont venus partager notre expérience et nous trouvions que c'était une bonne idée de pouvoir mettre au su et au vu de toutes les populations burkinabées tout ce processus qui se déroule sans que les gens ne soient effectivement informés de cela. Fruit d'une coopération de Julie Prudence Nia et Julie Rose Ouedraogo, dans cet ouvrage, les 2 magistrates et conseillères à la cour d'appel de Ouagadougou ont formulé des recommandations qui serviront au suivi de la mise en œuvre de droits humains. Si vous parcourez le livre, on se rend compte qu'il y a quand même des failles et des insuffisances dans tout le processus d'élaboration de ces rapports-là. Donc la recommandation, c'est vraiment de trouver une seule instance qui va faire le travail au lieu que ça soit plusieurs instances qui font ce travail d'élaboration de rapports. Et nous avons également fait la recommandation de pouvoir traduire concrètement les engagements pris et dans la réalité. Et je parlais tantôt des droits économiques qui ne sont pas des droits justiciables. Le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes qui ont occasionné plus d'1 demi-million de déplacés internes. À cela s'ajoute aussi le manque d'accès à l'eau potable et l'électricité dans le milieu rural. Est-ce que les droits humains sont véritablement respectés au Burkina Faso? À cette question, les auteurs du livre se veulent très clairs.
Vous savez, même dans les pays dits européens, il y a quand même des droits qui sont violés parce que c'est pas évident. C'est une situation qui évolue. Les droits sont nombreux. Et c'est pas aussi évident que ça. C'est vrai que l'État, en tant que débiteur d'obligations, a le devoir d'assurer la mise en œuvre, l'effectivité de tous ces droits. Mais nous aussi, en tant que détenteurs de droits, nous avons aussi l'obligation de participer d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ces droits aussi. Pour une bonne mise en œuvre efficace de recommandations et pour l'effectivité des droits humains au Burkina Faso, ces deux magistrates ont exposé dans cet ouvrage les défis et dégagé des perspectives. Le contrôle international des droits humains, l'expérience du Burkina Faso est le titre de cette œuvre littéraire d'une centaine de pages. Et puis dans le reste de l'actualité, au Mali, le procès dit des bérets rouges a connu son épilogue aujourd'hui. Le général Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés ont été acquittés au nom de la loi d'entente nationale. Une loi qui a permis aux familles d'être indemnisées. Cependant, certaines victimes, dont Aminata Soumaré, séquestrée et abusée sexuellement par des hommes de Aya Sanogo, dénoncent une parodie de justice. Elle a prévenu qu'elle saisirait la Cour pénale internationale. Le procès aura duré donc presque 5 ans. Correspondance de Bourema Soulo. À l'annonce du verdict, les avocats de la défense laissent exploser leur joie. J'ai cru et Dieu m'a donné raison. Je lui dis encore une fois de plus merci. Parce que le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision. Je vous dis merci. La joie des avocats de la défense contraste avec la colère de Soumela Fane, porte-parole des familles des 21 bérets rouges assassinés en 2012 par les hommes d'Amadou Aya Sanogo. Les avocats évoquent la compensation versée aux familles des victimes pour renoncer à la poursuite du procès, mais Soumela Fane rejette le verdict et envisage d'attaquer la décision à la cassation en son nom personnel. En réalité, je suis choqué. Je ne m'attendais pas à ça. J'aurais préféré qu'il y ait des condamnations ce matin. Mais en réalité, je suis choqué. Je vais continuer à faire ma lutte en tant qu'Ismaël Afane à mon propre nom et non en tant que porte-parole de 21 bérets rouges. Enlevée, séquestrée et violée, Aminata Soumaré ne cache pas sa déception face au verdict et projette de saisir la Cour pénale internationale. La loi d'attente est très claire. L'article 4 de la loi d'attente exclut tout ce qu'il vient de dire ça. Donc c'était un procès déjà arrangé à l'avance. Moi je m'attendais à une telle décision. Je ne me fatiguerai pas au Mali pour faire un pourvoi à la cassation parce que le verdict sera le même. Moi je vais saisir la justice internationale. Là-bas le droit sera dit parce que ici aujourd'hui les juges ont enterré la justice malienne. Ils ont fait la honte du Mali vis-à-vis des ratifications que le Mali a fait par rapport à toutes les conventions. Le verdict rendu ce lundi matin est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire qui aura duré presque 5 ans. La Commission nationale des droits de l'homme exhorte au respect des droits de toutes les victimes et leurs ayants droit à une réparation à hauteur des préjudices. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Assami Thiam Touré, dont Sport 3. Il vous retrouve donc tout à l'heure. Bonsoir et à demain.